terminons par un élément clé, et on l'a évoqué tout à l'heure avec le chercheur Morcrette, c'est le financement. C'est important, le rôle des banques. Et pour en parler, eh bien, j'invite Éric Campos et Guillaume Rousseau, tous les deux du Crédit Agricole. Venez me rejoindre, messieurs. Vous pouvez applaudir, c'est la fin de l'après-midi, c'est vrai qu'on est fatigué. Messieurs, allez-y, comme vous voulez, à gauche ou à droite. Mettez-vous sur votre photo, tout ça est assez cohérent en effet. Je vais prendre mon téléphone parce que comme ça on verra le temps. Je vous présente Éric Campos, vous êtes directeur de la responsabilité sociétale environnementale, la RSE, du groupe Crédit Agricole. Et puis Guillaume Rousseau qui est à mes côtés, vous êtes directeur général du Crédit Agricole Brie-Picardie. Commençons d'abord, si vous en êtes d'accord, par un élément de contexte, et je me tourne vers vous, Éric Campos. J'ai lu dans la presse hier, si je ne m'abuse, Figaro, Le Monde, je pense dans des médias nationaux, une grande page de la Fédération française des banques qui disait, dans une page entière, la Fédération française des banques à laquelle vous appartenez s'engage dans la transition énergétique. Ça veut dire quoi pour celui qui porte les valeurs RSE du Crédit Agricole, la définition de la transition énergétique ? Alors on attaque le sujet tout de suite par un angle assez précis, mais peut-être dire que, pour poser quelques éléments de contexte, on vit tous dans une économie qui est carbonée. Carbonée, ça veut dire que pour venir ici, on a pris une voiture, la voiture a été construite, on a pris des routes, tout ça, ça a été construit à partir d'énergies fossiles. On vit dans des maisons qui ont été construites avec des machines. Ces machines, elles sont alimentées par des énergies fossiles. Tout est fossile, évidemment. Et pourquoi ? Parce qu'on vient d'une époque où on ne comptait pas l'énergie fossile. On pensait, inconsciemment, qu'elle était inépuisable. Inépuisable. Et donc on a construit un modèle de création de valeur qui a été construit sur l'idée que l'énergie était inépuisable. Et comme on fonctionne dans cette idée, eh bien, on est capable aujourd'hui de trouver normal de remplir le carburant, le réservoir de notre voiture avec 1 litre de pétrole, d'essence, qui coûte 1,60 €, 70 €. Mais pour fabriquer ce litre d'essence, il a fallu des millions d'années. Moi, je l'ai acheté à 1,48 € hier, je vous le dis. Ouais, bien, c'est bien. Ouais, mais il a fallu des millions d'années. Et donc, on pense que c'est inépuisable et on l'achète à un prix qui n'est pas le vrai prix, qui n'est pas le vrai coût. Vous imaginez un produit qui met des millions d'années, ça ne coûte pas ce prix-là. Parce que le principe, c'est inépuisable. Voilà. Et puis, il y a quelques années, alors pour les plus prospectifs, les scientifiques les plus prospectifs, le siècle dernier, 1900, 1920, on commençait à dire, mais attention, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les températures s'élèvent. Les températures normales s'élèvent. Voilà. Et puis, ça a été de plus en plus démontré, fin des années 80-90, il y a eu un certain nombre de sommets qui ont montré, et les scientifiques étaient convergents, que les températures s'élevaient. Puis certains ont dit, mais attendez, à un moment donné, ça ne sera plus viable. Voilà. Et donc, on a commencé effectivement à mettre en perspective cette élévation de température, et en se rendant compte que la fin de la civilisation était à portée de génération. Hein, moi, j'ai 55 ans. Je suis né en pensant que la fin du monde, c'était la fin du soleil. Et nos enfants sont nés en sachant que la fin du monde, ce n'est pas la fin du soleil, que c'est peut-être en 2100, etc. En tout cas, la fin de la civilisation. Vous vous rendez compte ? Donc il y a un énorme mur qui nous tombe dessus. Et qu'est-ce qu'on fait pour... Il y a le mouvement des collapsologues, enfin, qui explique que là, tout va s'arrêter de là demain. Voilà. Et donc aujourd'hui, on converge, en tout cas tous ceux qui sont à peu près sensés, en écoutant les économistes du climat et tous ces scientifiques qui tournent du climat, on se rend compte tous que nous avons une trentaine d'années pour être à peu près neutre au niveau carbone, c'est-à-dire que dans 2050, l'un des objectifs que l'on a, l'accord de Paris a été signé sur ces bases-là, c'est qu'en 2050, on produira autant de carbone que la Terre pourra absorber, pour faire court. Et en 2100, l'objectif, c'est d'arriver à des températures en dessous de 2 degrés. Pourquoi en dessous de 2 degrés ? Parce que plus on va élever au-dessus des températures de 2 degrés, plus la tendance va aller au-dessus des degrés, plus il y aura d'aléas. C'est-à-dire qu'il y aura des catastrophes, ce ne sera pas prévisible, et plus notre économie aura du mal à fonctionner, puisque le principe de nos économies, c'est la visibilité. On peut s'assurer, aujourd'hui, vous pouvez vous assurer, parce que les compagnies d'assurance sont capables de mesurer la sinistralité des années à venir. Et plus il y aura d'aléas, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ?
eh bien, il faut qu'on arrête ou qu'on adopte une nouvelle forme de création de valeur, une nouvelle économie. Et cette nouvelle économie, elle doit se décarboner. Et donc, on est tous face à un problème qui n'a jamais été rencontré dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire repenser notre modèle de création de valeur. Et donc, le groupe Crédit Agricole a, reconnu l'urgence de la situation, c'est urgent, il faut agir. Voilà. 2, a pris un certain nombre de mesures, je pourrais revenir plus tard. Et 3, a décidé d'accompagner ses clients, que ce soit des clients particuliers, professionnels. Et donc, c'est ce que les caisses régionales, c'est ce que le groupe a essayé de faire. Et 4, enfin, a décidé de sortir du financement du charbon. Pourquoi ? Parce que le charbon, c'est une des causes du réchauffement climatique, en disant, voilà, en 2030, on ne financera plus de charbon en Europe et dans les pays de l'OCDE, et en 2040, dans le reste du monde. On est la première banque à avoir pris cette décision, et on ne l'a pas prise parce qu'on n'était pas engagé dans le charbon, parce que bien sûr qu'on est engagé dans le charbon. On l'a prise parce qu'on a décidé de suivre la convergence des scientifiques. C'est intéressant d'avoir une vision comme ça macro, presque mondiale, puisque vous avez aussi signé cet accord à New York avec 130 banques. Le Crédit Agricole a fait partie de cette liste des 130 banques pour le ramener, je dirais, à l'échelon régional d'une région. Vous en êtes, vous, le directeur. C'est une terre historique. Hein. Je crois que la première agence a démarré dans le Jura, mais ici, dans cette région de la Somme et de la Brie, c'est des terres historiques. 130 ans de... Ouais. Comment j'allais dire, tout ça, tout ce discours qui est effectivement un peu inquiétant, qui nous oblige à aller vite, à muter rapidement, comment il infuse, vous qui êtes directeur général, et comment vous réussissez, je dirais, à amener à vos clients ce discours, parce qu'il y a un vrai rapport, un face-à-face avec des clients qui, eux, veulent prospérer, gagner de l'argent, investir, et en même temps, il y a quand même les logiques qu'évoque Éric Campos, donc c'est compliqué, parce que vous êtes aussi une entreprise. Bien sûr, bien sûr. On est, au fond, un observateur un peu privilégié de ce qui se passe sur un territoire. On peut donner des impulsions, mais avant tout, on observe ce qui se passe sur le territoire. On observe aussi les tendances sociétales. Hein. Alors celle-là vient nous percuter beaucoup plus fondamentalement que d'autres tendances sociétales. Mais le Crédit Agricole, par sa position, on a 4 habitants sur 10 du département de la Somme qui sont... On va changer de micro, on va faire un essai. Oui, on a 4 ménages sur 10, 4 habitants sur 10 du département de la Somme. C'est vrai dans l'Oise, c'est vrai en Seine-et-Marne, c'est vrai dans beaucoup de régions en France, qui sont des clients de notre caisse régionale dont on a financé l'habitat ou la voiture. Donc on est confronté d'ores et déjà par ce geste du quotidien à ce problème de l'énergie. Qui sont deux axes, 2 piliers. Oui, on se retrouve au premier âge. On n'est que le financeur. On n'est ni l'énergéticien, ni le promoteur. Mais on a un rôle à jouer de conseil. Dans l'agriculture, on a 85 à 90% des agriculteurs qui sont clients de la Banque Verte. Hein, oui, je ne l'ai pas dit parce que bon. Oui, mais vous êtes la Banque Verte. Et aujourd'hui, ça joue. Aujourd'hui, il y a, après la vague des éoliennes, j'allais dire, hein, il y a un grand mouvement sur la méthanisation. Les agriculteurs se regroupent et quand ils ont 1000 hectares, ils ont finalement la capacité à s'organiser pour fabriquer en collectif, hein, souvent avec des formes collectives, et à réinjecter de l'énergie dans les réseaux. Ce mouvement est en train de prendre une ampleur. Alors on est très loin de l'Allemagne, très loin des pays nordiques, mais on a un mouvement considérable. On a eu aussi dans les équipes accès à des initiatives. Alors entre Bonduelle et puis un énergéticien bien connu, il y a eu une capacité aussi à fabriquer à partir de la vapeur, hein, de l'électricité. Il y a plusieurs sites de ce type. Il y a eu le photovoltaïque. Donc le Crédit Agricole se retrouve en première ligne avec des entrepreneurs, avec des grandes entreprises, avec des ménages, avec des artisans et des commerçants, et avec une obligation d'acquérir assez vite un niveau d'expertise et de technicité sur des sujets qui sont moins familiers. Donc,
On est dans Donc de l'accompagnement. Donc de l'accompagnement et quelquefois du conseil. L'emmener vers, oui. Et quelquefois du conseil. Hein, les agriculteurs, je prends l'exemple, mais dans le photovoltaïque, c'était déjà le cas. Est-ce qu'il y a une équation économique tenable? Est-ce que le modèle repose sur la fiscalité? Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine temporaire des énergéticiens? On se retrouve confronté à ça. On essaie de jouer notre rôle, encore une fois, avec humilité. Et on est assez content, finalement, qu'une ville comme Amiens fixe un objectif à long terme pour éviter que nous soyons sous la pression finalement d'opportunités, d'aubaines ou de marchés qui s'ouvrent et se ferment. Hein, je prenais l'exemple des éoliennes. C'est d'ailleurs, qui passe mal en ce moment. Enfin, Non, c'est un mouvement intéressant, mais c'est un mouvement parti hors sol pour la Somme. Il y en a beaucoup dans la Somme. Hein. Oui, c'est des fonds de pension ou des fonds d'investissement venus d'ailleurs. Ce n'est pas des cigales et des fourmis, comme on l'a vu dans d'autres régions, qui s'organisent, c'est-à-dire des citoyens. Ce sont des investisseurs. Voilà. Donc je ne rejette pas ces modèles-là, je dis simplement qu'il faut essayer de trouver des équilibres. Et nous, on est partie prenante dans la recherche de ces équilibres pour ni renier le passé, ni faire des transitions trop rapides qui sont impossibles à réaliser. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ce qu'Éric évoquait tout à l'heure. On ne va pas renier des décennies d'histoire, mais en essayant de donner des impulsions et de participer, de contribuer à ces mouvements et à ces tendances. J'avais reçu un think tank dans une table ronde, un petit déjeuner, qui expliquait qu'aux États-Unis, notamment les grands investisseurs, les grands fonds, notamment même la fille de Rockefeller, je ne sais pas si vous avez vu ses interviews, où elle dit qu'elle n'investit plus dans des énergies, des mauvaises énergies, le tabac, le charbon, mais qu'elle va flécher son investissement intégral vers les énergies vertes, qui va d'ailleurs à l'encontre de la stratégie de Trump. Vous avez un rôle majeur à jouer, parce que vous allez plus vite que le politique, plus vite que le... C'est vous qui décidez. Non, il ne faut pas chacun son rôle. Je pense que ça, c'est très important. Je voudrais rebondir sur les propos de Guillaume en disant que c'est une chance, faites-moi le crédit, de penser que je le dis en toute sincérité. C'est une chance historique dans cette période que l'on traverse d'avoir une caisse régionale, une banque régionale, dont le destin est lié au territoire. Pourquoi c'est une chance? Parce que le sujet est un sujet global, c'est-à-dire que la pollution qu'il y a en Inde, elle va arriver chez nous. Il n'y a pas de frontière pour le climat. Hein. Donc le sujet est un sujet global à l'échelle du monde. Les solutions, elles sont toujours locales. Il ne faut pas croire qu'il y a une bonne idée qui va créer un puits carbone quelque part dans le monde et qui va absorber tout le carbone. Ça, c'est des visions évidemment très, 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 très utopiques. Et donc, chaque territoire doit chercher sur le territoire des solutions qui sont spécifiques au territoire. Les caisses régionales qui sont dans le sud vont évidemment investir dans le solaire. Ici, on va investir sur d'autres choses. Il y a du solaire aussi, il faut le préciser. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir que ça fourmille d'idées. En réalité, tout le monde est préoccupé, on n'invente rien, enfin, on ne découvre rien en sachant qu'on est face à un problème mondial qui est le problème du réchauffement climatique. Et en réalité, toutes les entreprises sont en train de chercher des moyens pour être plus sobres dans leur consommation énergétique, puisque la meilleure des énergies, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, qu'on ne produit pas, qu'on ne consomme pas. Et donc, il y a des vraies démarches de recherche de sobriété. Et ça, c'est effectivement des sujets qu'il faut voir avec son banquier, comment on peut faire pour être plus sobre, comment on peut faire pour optimiser le rendement, pour produire le même produit avec moins d'énergie. Et puis, la banque est là pour offrir un panel de solutions, solutions de financement, solutions d'investissement. Le gros sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait des investisseurs qui flèchent les fonds. Les banques ne suffiront pas. Il faut qu'il y ait des investisseurs qui amènent des fonds sur des sujets, sur des objets qui vont être rentables avec un impact social et environnemental. Et effectivement, sur ce sujet-là, les banques régionales sont les mieux placées pour savoir quelle est la rentabilité économique, la rentabilité environnementale des projets sur le territoire. Oui, avant de parler d'actions concrètes, c'est-à-dire d'investissement, je pense notamment au réseau d'eau de chaleur qui démarre depuis un mois, qui est une très belle innovation et qui fait que cette ville d'Amiens, d'ailleurs, est un peu une ville pilote. En préparant ce forum, je n'ai pas trouvé d'autres exemples qui plaçaient la barre aussi haut qu'Amiens. Mais sur les supports bancaires, il y a quand même aujourd'hui le client, là je ne parle pas d'entreprise, mais le particulier qui veut investir, il a des supports aujourd'hui d'investissement vert.
Oui, oui, il y a une exigence d'ailleurs très forte qu'on ressent, plus largement d'ailleurs pour l'investisseur, l'épargnant en fait, Oui. que ce soit un ménage, mais c'est vrai aussi des assureurs vie, c'est vrai aussi des fabricants de SICAV et de fonds communs. Nous, on le fait aussi à l'échelle locale. C'est une autre tendance sociétale lourde. Il faut donner du sens à son épargne, la flécher, l'orienter. Je sais où ça va aller, je sais à quoi ça sert. Je sais à quoi Ouais. ça sert. Et nous, on ressent ça depuis longtemps parce qu'on est une banque coopérative en fait, régionale. On vit sur 3 départements. On a l'épargne de ceux qui vivent sur 3 départements. Et avec cette épargne, on a le carburant pour prêter finalement à ceux qui vivent sur le territoire, que ce soit des entreprises ou des ménages. Donc ce circuit court financier, on l'exerce depuis 120 ans dans un format de banque coopérative. Et on a une demande très forte. Alors c'est encore plus fort parce qu'il y a un rejet en France du risque action. Alors même si la Française des Jeux là, montre un petit engouement du particulier, bon, c'est des soubresauts, mais il y a une peur du marché action qui est très ancrée chez nos concitoyens. 2008 a marqué les esprits. 2008. Et puis, bon, on a ce lien à la terre, ce lien à l'immobilier, ce lien à des produits d'épargne très simples. Voilà. Donc, ce rejet du marché action, ces taux d'intérêt aussi très bas, très bizarres, parce qu'ils tendent vers zéro. Compliqué pour les banques. Ils favorisent les emprunteurs. Donc, c'est très intéressant pour le projet de la ville d'Amiens et pour tous ceux qui ont des projets. Peu cher, ouais. La liquidité est abondante et peu chère, voire quasiment offerte. En revanche, l'épargnant en fait les frais. Il vaut mieux être emprunteur qu'épargnant dans les années qui viennent, et ça pourrait durer un moment. Et donc, nous, on ressent le besoin de donner du sens à l'épargne. Pour certains, c'est un bulletin de vote. Pour d'autres, c'est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la création d'entreprises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le logement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeunes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vieillissement à domicile. Et nous, on essaie modestement, alors on le fait région par région, on pourrait le faire mieux au niveau national, d'envoyer des messages de fléchage progressivement de l'épargne. Ça ne veut pas dire que je prends des risques sur le logement de mon voisin. Non, mais on Parce voit... que tout ça, c'est un pot commun, bien entendu, dans lequel... voilà. Nous, on a 30 milliards. C'est une responsabilité pour une banque. On a 30 milliards d'épargne sur 3 départements. Ce n'est pas notre argent. C'est 1 100 000 déposants. Ce que vous déposez, vos 1 300 ou 400 000 habitants de la Somme. Presque la moitié des habitants de la Somme. Avec ce carburant, on finance les logements, on finance les méthaniseurs, on finance les créateurs d'entreprises, les repreneurs de fonds de commerce. Voilà, tout ça, c'est un pot commun. Mais les gens, ils veulent un peu plus que ce pot commun. C'est trop gros, 30 milliards. Ils veulent savoir, avec leurs 10 000 euros, à quoi ils vont servir. Alors, ça s'appelle crowdfunding maintenant. Nous, ça s'appelle caisse locale, le Créécole. Ça fait 110 ans que si on s'appelait crowdfunding, on serait plus à la mode. Oui, et l'énergie nous permet de faire ça. Enfin, l'énergie, les projets énergéticiens ou énergétiques vont nous permettre de flécher et de donner du sens aussi à l'épargnant, en accompagnant ce mouvement. C'est ça qui est passionnant aussi dans notre activité. Dans votre secteur d'activité, il y a une baisse de 25% de votre empreinte carbone, donc ça, c'est quand même pas rien. Ça veut dire j'ai envie de savoir aussi ce qui se passe sur le plan national, mais chez vous, il y a une mécanique quand même. On a 2800 salariés, on a 220 agences. Là, je parle voilà. Et on a du monde sur les routes tous les jours. On a des locaux de toutes les générations. Donc on a fait un gros travail depuis 5 ans avec des équipes dédiées. Il y en a un qui est dans la salle, je ne sais pas s'il est là, je le vois là-bas, un ingénieur énergéticien. Il nous a fait baisser l'empreinte carbone de 25% en 5 ans, en jouant sur tous les paramètres, de la construction à Saint-Fuchsien, de la rénovation des agences, de la flotte de véhicules. C'est un travail quotidien, très difficile, mais on voudrait être exemplaire dans ce domaine-là. Sur le plan du groupe, enfin sur la société SA du Crédit Agricole, c'est un peu le baseline. Vous dites le E, c'est pas un gadget, c'est pas un supplément d'âme. Responsabilité sociale et environnementale, parce que la RSE, c'est aussi le bien-être des salariés dans l'entreprise, c'est la façon dont ils sont bien installés à leur bureau, mais c'est aussi environnemental. Qu'est-ce que vous y mettez dans ce mot ? Puisque là, il y a effectivement ici, en tout cas en Brie-Picardie, il y a une baisse de 25% de l'empreinte carbone. C'est extrêmement important de finalement se poser la question de l'énergie qu'on consomme et de la façon dont on consomme
Guillaume prenait l'exemple des ces 25%, c'est colossal, de baisser 25% Un quart. l'énergie. Ça veut dire qu'il faut travailler sur les mobilités. La mobilité, en France, c'est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième source, c'est l'immobilier, vous le citiez tout à l'heure. Et troisième source, c'est l'agriculture et la partie élevage. Quand on boit du lait, la vache, elle a produit du méthane. Et donc, il faut se poser la question de faire baisser. Enfin, là encore, tout est producteur de gaz à effet de serre. Même la vapeur d'eau respirée, c'est un gaz à effet de serre. Donc, voilà, il faut repenser les choses. Alors, ce qui a été fait sur la caisse régionale a été fait également sur Crédit Agricole SA, le groupe Crédit Agricole SA. Et donc, on s'est posé la question, comment on fait pour baisser les énergies? Donc, il faut éteindre le chauffage, il faut repenser les bâtiments, il faut repenser les mobilités. Le télétravail, par exemple. Le télétravail a une incidence sur la production, puisque c'est des trajets domicile-travail en moins. Donc, il faut vraiment être extrêmement innovant. Et donc, vous avez un premier effet qui est de baisser les consommations. Et puis, un deuxième effet, puisque de toutes les façons, il y aura toujours de la consommation, les entreprises consomment, eh bien, c'est de compenser cette partie-là. Et comment on compense cette partie-là? Vous pouvez compenser en plantant des arbres, en créant des puits carbone ou en finançant des projets d'agroforesterie. Donc c'est ce que nous faisons. Nous investissons en Inde sur des populations d'agriculteurs. Nous augmentons les revenus des agriculteurs. Enfin, on n'augmente rien. On accompagne des ONG qui travaillent au quotidien avec des agriculteurs pour augmenter. Voilà. Et donc, ils travaillent avec des agriculteurs qui ont un hectare. Cet hectare est planté au départ avec des manguiers. Sous les manguiers, ils mettent des caféiers. À côté des caféiers, ils mettent des poivriers. C'est la permaculture. Voilà, exactement. Et donc, ça crée des revenus pour l'agriculteur. Et en fait, ça crée des puits carbone qui permettent de compenser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a deux façons de traiter ces sujets. Première, c'est absolument de baisser la consommation. Très concrètement, sur place. Tous les jours, ça se travaille. Et puis la deuxième, c'est de compenser, d'investir pour créer du puits carbone pour arriver à cette neutralité en 2050. Alors, en préparant cet entretien, cette rencontre, ce fameux réseau de chaleur, parce qu'il est porteur ici à Amiens, il a démarré depuis octobre, votre siège, enfin Brie-Picardie, est rattaché, est relié. Rattaché. Ah c'est oui. intéressant. Ah oui, c'est bien. Donc là, bien. vous êtes chauffé par le réseau de chaleur mis en place par Engie et l'aglo. Pour le compte de la ville qu'on a financé. C'est un circuit fermé. Donc ça veut dire là qu'on vient vous apporter un projet, on vous dit, voilà, on a globalement ces trois énormes machines qu'il faut installer devant la station d'épuration. Il nous faut des fonds, il nous faut de l'argent. Et vous examinez ce dossier et vous dites, on est dans notre rôle. On aime prendre ce type de risque quand il y a des enjeux sociétaux majeurs. On dit les banques ne prennent pas de risques. Moi, j'ai le sentiment que sur ces projets, parce qu'on est dans une période fascinante, il y a à la fois cet enjeu pour l'humanité, pour la planète, très inquiétant, qui fait peur, très anxiogène. Mais de l'autre côté, il y a un vent d'innovation, de rupture technologique, et la ville et la région, on est aussi l'incarnation. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des entreprises formidables. On a vu tout à l'heure une batterie au sodium qui est absolument révolutionnaire. Il y a une entreprise magnifique qui va s'installer là à Amiens, parce que le président de la République est venu la semaine dernière sur les décombres d'une entreprise emblématique. Mais nous, on est en train de financer une entreprise. On s'y met à plusieurs. Il y a Christophe Griffard, le directeur de marché entreprise, qui a passé avec ses équipes des journées. Une entreprise qui s'appelle Insect. Vous la connaissez? Je ne connais pas. C'est une des plus belles entreprises imaginables. Elle est en train de révolutionner avec des verres à farine et l'alimentation animale, en s'appuyant sur le bassin de production considérable de grande culture, la protéine venue du verre. Et oui. Ces gens-là travaillent depuis 10 ans sur ce modèle. Ils ont franchi toutes les étapes. Ils ont levé 125 millions, je parle sous le contrôle de Christophe, 125 millions de fonds propres. Le Crédit Agricole, mais d'autres banques aussi, ont joué leur rôle. 125 millions de fonds propres. C'est une feuille blanche encore aujourd'hui. C'est à la fois un projet extrêmement incarné, extrêmement intéressant. 125 millions de dettes, 125 millions de fonds propres. Dans 18 mois, ça va démarrer. Voilà. C'est bien entendu... C'est un pari aussi. C'est un pari. Il est très bien balisé, mais ce que je veux dire,
c'est un pari majeur. C'est un pari qui va naître et se développer à Amiens Au cœur du autour sujet, d'une d'ailleurs. équipe de dirigeants formidables qui ont, encore une fois, fait la recherche et le développement, réalisé déjà une usine répliquant à petite échelle ce que sera la future usine, la chaîne de valeur, tester les clients et lever. Voilà, c'est des initiatives. Alors on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière et depuis, hein, mais ce dont je vous parle, de la visite du président Macron. Votre journaliste, hein, vous, le journaliste, vous ne la connaissez pas cette. Non, voilà. c'est une entreprise qui voilà, échappe ça, au radar. Ça c'est la France, ça c'est notre façon de traiter l'actualité et de voir que la face. Mais ce dont je vous dis, tout ça est vérifiable, c'est fait, hein, c'est fait. 250 millions sur la table. C'est colossal. 18 mois maintenant, ils vont faire les travaux et ils vont démarrer. Pour être précis, les clients sont là. Guillaume Rousseau, ce que vous dites insecte, c'est donc de la nourriture animale oui, donnée aux animaux à base. Aquaculture. Voilà. Aquaculture. Vous savez quelle est la chaîne aujourd'hui d'alimentation des poissons, des saumons en Norvège, en Écosse. Je vous fais pas le. Farines animales. Épouvantable. Oui, enfin, et sang. Ou des poissons, ou des poissons, des anchois du Chili, des sardines de je ne sais où. Donc on est sur des systèmes qui sont destructeurs de valeur. Je prends un contre-exemple. Je sors un peu du sujet, mais on est à Amiens. On est à Amiens aujourd'hui. Donc je prends deux exemples, la batterie sodium, et puis je prends cet exemple, qui sont des réalités tangibles. Voilà. Et pourrait aller nourrir l'aquaculture, d'accord. Pour nourrir l'aquaculture, et beaucoup plus si effectivement l'enchaînement vertueux qui se profile, parce que la probabilité de succès est très élevée compte tenu de la qualité de ce projet, et encore une fois de tous les stades qui ont été franchis, mais ça reste une prise de risque majeure et un pari. Voilà. Guillaume Rousseau, juste d'un mot, et Éric Campos, si vous voulez rentrer dans ce dossier, qui est la question du coût, parce qu'il faut en parler. Là, on avait un invité ce matin qui nous expliquait que le kilowattheure était à 68 €, qui permettait d'avoir un prix légèrement en dessous. C'est un enjeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir des produits très vertueux. En l'occurrence, ce produit m'a l'air formidable, à base de verre, mais en fait, il n'arrive pas à concurrencer en termes de coût, je dirais, une farine animale traditionnelle et industrielle. Cette question-là, elle est posée quand même, Bonquet. Oui, je pense que si on se projette sur les 10-20 années qui viennent, la question des circuits courts, elle va devenir extrêmement prégnante. La question de la transparence va devenir extrêmement prégnante. Il faut qu'on travaille la transparence pour que le consommateur il sache ce que c'est que ce produit qu'il achète, à la fois en termes de coût carbone, à la fois en termes de redistribution de valeur. Là, on est devant une période, Guillaume le disait, qui est absolument incroyable. Il va falloir qu'on fasse preuve d'innovation, il va falloir qu'on trouve des solutions locales. Exactement. Elle existe. On a des ingénieurs, des chercheurs. Et on va probablement devoir repenser les chaînes de valeur. Je donne un exemple. On voit bien que sur le monde de l'agriculture, comment on fait pour produire des produits de meilleure qualité, comment on transforme notre alimentation, comment on arrive à manger un peu moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité. Et donc, à la fois sur l'alimentation, le client va choisir des produits qui sont plus adéquats, mieux adaptés. Plus la pression va monter, le temps passant, on va se rendre compte qu'il y a urgence à agir. Et donc le consommateur va changer ses modes de consommation. Il change déjà d'ailleurs. Voilà, va privilégier tel type de voiture plutôt que tel autre. Ouais. Et donc les industries qui ne seront pas préparées à cette accélération du changement, vont décrocher. Exactement. Décrocher, ouais. Donc effectivement, là c'est important de ne pas rater ce virage. Vous qui investissez aussi. Il y a trois formes de circuit court. Ton propos m'y fait penser. Je parlais du circuit court financier. Comment je donne du sens à mon épargne, comment finalement mon épargne sert le territoire ou les causes sociétales que j'ai envie de servir. On parlait du circuit énergétique aussi, comment on rapproche la production de la consommation, et le mouvement est engagé et a bien de grandes ambitions dans ce domaine, et il y a beaucoup de choses à faire des deux côtés dans la diminution de la consommation et dans la transition des énergies. Il y en a un troisième, il est alimentaire. Nous, on est en plein dedans. Si vous voulez, les grandes coopératives agricoles, je ne vais pas citer de noms, je vais arrêter de citer des noms, mais les grandes coopératives agricoles regardaient, il y a 5 à 10 ans, le mouvement bio comme un truc de bobo parisien. C'est tout à fait exact. Le circuit court, en se disant, c'est un truc... Bon, il n'y a pas de marché, on l'entendait, il n'y a pas de marché. Les marchés, ça existe depuis 2 siècles, on n'a rien inventé. 3 ans après ou 4 ans après, je peux vous le dire, voilà, tout le monde recherche à convertir des agriculteurs au bio.
Parce il que faut les marges sont 3-4 meilleures. ans pour être, pour 3 être ans pour bio. passer en écossaire, je crois. Et nous, on n'arrête pas de financer des fermes qui installent des fonds de commerce Intégrés. se regroupent, alors intégrés En direct. ou en ville. Il y a plein d'initiatives qui marchent très très bien et qui viennent disrupter un peu la chaîne de valeur entre producteurs, industriels et distribution. Contournant les grandes surfaces. Contournant les grandes surfaces et apportant des nouveaux équilibres, une transparence, une traçabilité aux consommateurs et repartageant la valeur différemment. C'était elliptique il y a quelques années, ça commence à devenir significatif. Et vous le sentez très concrètement. Et ces formes de circuits courts, ces liens au territoire, nous on se sent au milieu finalement de ces courants-là. On essaie de les rapprocher, de les financer, et puis d'anticiper c'est ce qui pourrait se passer de l'économie de la propriété à l'économie de l'usage aussi. C'est une tendance sociétale que les jeunes générations incarnent, qui change aussi beaucoup de choses. On ne possède plus, matière. mais on le loue, on l'emprunte, on l'échange, c'est ça. Ça fait naître des mouvements très intéressants, ça fait naître des opportunités aussi entrepreneuriales majeures et très intéressantes. Et nous, on aime bien accompagner les entrepreneurs qui ont les idées, parce que nous, on n'a pas les idées. On est le miroir, on est l'observateur, on est le facilitateur. Et derrière, on aime financer ça, parce qu'on peut se tromper, mais on essaie de ne pas se tromper trop souvent en choisissant les bons. Oui. Et puis derrière, on accompagne le citoyen ou le consommateur dans son mode de fonctionnement. Et sur l'énergie, 50% du boulot, c'est les logements. Bien sûr. Les passoires énergétiques. Ça va être la passoire énergétique. Enfin, ça fait. Moi j'ai 15 ans qu'on en parle. On doit avoir 42% des PEL, des plans d'épargne logement. De la somme, 42%. De part de marché, parce que c'est la Banque de France qui nous donne ça tous les mois, ça ne nous obsède pas. 42%. Vous êtes leader sur les PEL. Les plans d'épargne logement, c'est fini. C'est un produit d'épargne. Parce que le crédit à l'habitat, il coûte moins cher aujourd'hui d'aller le chercher dans sa banque plutôt que d'utiliser son PEL. C'est plus cher. Les taux ont tellement baissé que c'est plus cher. C'est plus cher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette épargne? Est-ce qu'on la laisse dormir pendant des années ou est-ce qu'on en fait un outil de financement de la transition énergétique? Moi, j'ai la réponse, mais je n'ai pas vu le président la semaine dernière pour lui en parler. Mais c'est une Donc question on va à poser voir, au président. on va voir. Le président de la République, pas le président oui, mais non, mais on peut en parler à Bercy, il faut réfléchir à tout ça, parce que cette épargne, elle est stérilisée. Elle aurait beaucoup mieux à faire à venir financer les passoires énergétiques dont on parle. Pour les propriétaires, comme pour les locataires. Macron aime bien l'épargne en mouvement. Ça, c'est quand même une. Cette épargne, elle est stérilisée, je peux vous dire. Elle grossit, et les clients, bien entendu, quand ils ont 2,50, 1,50 ou 2, ils ne bougent plus, puisque la rémunération tend vers zéro. Donc elle est stérilisée, durablement stérilisée. Je préfère le laisser sur le PEL. Voilà, donc c'est un message que j'adresse. C'est comment on fait. Alors on est en train de le travailler, Eric, avec les gens qui rencontrent les pouvoirs publics, mais c'est une autre illustration de mécanismes qui sont aujourd'hui bouleversés finalement par le climat, cette fois, par l'évolution des taux d'intérêt qui créent des comportements qu'il faut essayer de faire évoluer. Petite illustration. Oui, très concrète et très intéressante. C'est plus qu'une illustration, c'est un questionnement, une réflexion que vous menez qui n'est pas terminée. Le business bancaire, vous êtes d'accord, Eric Campos, passe par la transition énergétique et écologique, puisque certains ont rajouté le mot écologique. C'est intéressant aussi quelquefois de voyager un peu et de regarder comment le monde observe le changement climatique. Et ça me fait penser à deux choses. J'ai vu que vous aviez voyagé, d'ailleurs, vous êtes passé par l'AFD, l'Agence française de développement, si je peux me permettre. Oui. Avant d'intégrer le Crédit Agricole. Absolument. Donc, oui, j'ai effectivement commencé ma carrière à l'Agence française de développement. J'ai passé 3 ans en Afrique équatoriale, dans une plantation d'EVA. Donc j'ai effectivement, et j'ai la chance de diriger la fondation Grameen Crédit Agricole, qui finance les institutions de microfinance dans le monde. On est présent dans 40 pays. Et donc j'ai cette chance, cette opportunité de regarder et de côtoyer des gens qui regardent le monde aussi. Et ça me fait penser à 2 choses. D'abord, à 3 choses. D'abord, le sujet est complexe. Il faut le regarder avec beaucoup d'humilité. Des propos péremptoires sur ce qui est bien, ce qui est mal, il faut toujours s'en méfier. Il y a une grande complexité. Il faut comprendre, lire et prendre le temps de réfléchir. Il n'y a pas les méchants et les gentils. Il n'y a pas ceux qui disent la vérité, ceux qui disent le mensonge. Donc, faisons preuve de discernement. 2,
La transition énergétique, et c'était votre première question, elle est complexe. Pourquoi ? Parce que je parle de cette décarbonation de l'économie, mais elle doit s'accompagner d'une grande attention sur l'impact social de la décarbonation. Il y a des gens qui vont souffrir. Les passoires énergétiques, tout le monde ne peut pas investir en matière d'énergie. Tout le monde n'a pas les moyens. C'est souvent les plus fragiles d'ailleurs qui ont une passoire. Et je prends l'exemple de l'Inde. L'Inde est un pays dont l'énergie est produite à base de carbone. Et donc si on arrêtait le charbon immédiatement, eh bien, l'Inde n'aurait plus d'énergie pour les hôpitaux, les écoles, et puis il y aurait des centaines de millions de personnes qui ne pourraient plus travailler, puisque l'énergie, elle vient de là. Et donc, ce qui est facile pour nous, nous sommes dans une énergie électrique qui est plutôt décarbonée, elle est nucléaire, et donc on peut donner des leçons au monde en disant qu'il faut arrêter le charbon. Prenez l'avion, allez du côté de l'Inde, et vous verrez que si l'Inde arrête immédiatement le charbon, eh bien, il stoppe complètement leur économie, et c'est des centaines de millions de personnes qui seront au chômage et qui vont mourir de faim. Et donc, la transition, quand on parle de transition, il faut parler de transition juste, et toujours se dire que l'exemple français n'est pas l'échantillon du monde. Hein, ça, c'est le deuxième point. Pas trop d'arrogance ou de voilà. Sur le sujet. Faisons de preuve de discernement. Ouais. Je dis ça parce que les banquiers ont fait partie de ces métiers que tout le monde aime détester. Et donc, tous les jours, on va critiquer les banquiers sur ce qu'ils font. Et c'est toujours très intéressant d'écouter ce qu'est fait un banquier du terrain et tout ce qu'une caisse régionale, ou une banque régionale en tout cas, fait en matière d'investissement. Il y a une véritable sincérité face à ce défi mondial. Et je pense que quelquefois, il faut sortir un peu des schémas tout faits pour regarder les banquiers dans ce qu'ils sont. Des clichés, ouais. Nous, ce qu'on aime, c'est accompagner les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on est banquier. On aime ça. On aime les entrepreneurs et on les accompagne. Et puis, le troisième sujet, c'est que je trouve qu'on regarde le monde avec quelquefois un peu de déprime. Vous voyez, c'est ce mal français. Ça fait écho à la phrase d'Emmanuel Macron à Amiens. Vous avez vu, là aussi, trop négatif sur la j'étais au Maroc il y a 15 jours. Je peux vous dire qu'il regarde le monde avec aussi de l'envie de se développer, l'envie du progrès. Donc, il faut que l'on retrouve ces trajectoires d'espérance, ces trajectoires qui nous font vibrer. Et je pense que collectivement, on doit s'y atteler pour justement pouvoir construire ces projets d'espérance collective. Un mot conclusif, oui, Guillaume Rousseau. On a un vieux pays, certains le disent. Il faut retrouver l'espoir, le chemin. En tout cas, nous, en tant qu'observateurs privilégiés là, du territoire, en prise directe, on sent la période comme très porteuse. Très porteuse. Et bien entendu, il y a des difficultés. On a ouvert à Fréville-Escarbotin une agence, on l'ouvre pour faire de l'inclusion numérique. Il y a plein de gens en milieu rural qui sont perdus avec les démarches publiques. Donc on a à peine commencé qu'on a 150 ou 200 personnes qui sont venues, clients ou non clients, qui veulent savoir, avec une association amiénoise qui nous aide, et on va développer ça. Et sur les territoires, dans la Somme, dans l'Oise, dans la Seine-et-Marne, il y a d'autres caisses régionales qui font ça, c'est formidable. On a bien entendu aussi un sujet d'inclusion bancaire. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des revenus, sont victimes d'accidents de la vie. On a fait des points passerelles un peu partout en France pour essayer de les aider, au-delà de la sphère publique et d'autres formes de redistribution. Et malheureusement, on a aussi un certain succès sur ces sujets-là, remettre en selle. On a le sujet de l'éducation budgétaire, de l'éducation économique et financière, qui est très faible en France et qui met beaucoup de gens à côté quand même de tous ces grands sujets. Il y a plein de problèmes, plein d'emmerdements, mais nous, on vit une période, et encore une fois, on est bien placé pour la qualifier, où encore une fois, il y a une dynamique d'investissement des ménages comme il n'y en a jamais eu. En matière, l'immobilier, c'est la confiance en l'avenir. L'immobilier, c'est la sécurité, c'est la préparation, c'est le patrimoine. Et les taux faibles. C'est la retraite. On a un mouvement comme on n'en a jamais eu. Jamais eu. Je ne parle pas du Crédit-École. Nous, on le ressent. Mais toutes les banques le ressentent. On a un niveau de création d'entreprises comme on n'en a jamais eu. On peut toujours dire que c'est des chauffeurs Uber, mais non, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant que simplement ces auto-entrepreneurs. On a des entreprises qui, pour la première fois depuis longtemps, réinvestissent dans leur capacité de production ou dans l'acquisition de compétences, et on n'échappe pas à cette dynamique sur notre territoire. Voilà, donc tout n'est pas rose, mais la dynamique est belle. Et on a un projet, comme on les aime, des projets long terme,
parce qu'on vit dans le court terme. Nous, on n'aime pas le court terme. On a 130 ans, on a une bonne coopérative, on est propriété, non pas d'actionnaires, mais on est propriété de nos clients. Le conseil d'administration de la Caisse auquel je réponds, c'est 18 clients. C'est 18 clients. Ce n'est pas des porteurs d'actions qui vont me demander de fermer des agences pour améliorer la performance de la Caisse régionale dans les 3 mois, les 6 mois, les 2 ans qui viennent. C'est des gens qui disent comment on trouve un équilibre entre l'intérêt des clients, l'intérêt du territoire et puis la rentabilité d'une banque régionale qui doit faire du profit, non pas parce qu'il faut faire du profit, mais faire du profit pour pouvoir investir dans l'avenir et se protéger contre les aléas du futur. Voilà. Et on a un très beau projet là qu'on va essayer d'accompagner. Il y a du sens, il y a une vision. Alors il faut le co-construire avec les citoyens et avec les entrepreneurs. Moi, c'est le message que je ferai passer parce qu'aujourd'hui, on voit bien que même si on a un dessin, même si on a des objectifs, si vous ne partagez pas le diagnostic, si vous ne partagez pas la situation initiale avec les citoyens, évoqué ce matin, avec les entrepreneurs, et les si vous ne prenez pas le temps de dire où on est, ça bloque. Et si derrière, vous ne les mettez pas en position de co-construire l'avenir avec vous, hein, ces schémas de co-construction, c'est des schémas de management aujourd'hui qui sont absolument nécessaires. Personne ne me suit, moi on est 2800, il n'y en a pas un qui me suit s'il n'est pas co-constructeur de son futur. Il fera semblant. Mais ce n'est pas l'autorité qui va l'emmener, ce n'est pas les incantations de la direction. À l'échelle d'une ville, c'est la même chose. À l'échelle d'une entreprise, c'est bien entendu comme ça qu'il faut avancer. Donc on a un formidable travail auquel on peut contribuer, nous, modestement, parce qu'on a un rôle à jouer, mais observateur, facilitateur et financier, et quelquefois conseil, pour accompagner un mouvement qui est créateur, bien entendu, de richesse, créateur d'emplois, et puis qui permettra d'avoir une contribution aussi et de faire mentir les propos très alarmistes qu'on peut avoir quand on lit aujourd'hui ce qui pourrait se passer dans les projections dans les prochaines années. Du GIEC, donc, voilà ce qu'on peut essayer de faire dans les décennies qui... On n'en verra pas le résultat en plus. C'est l'inconvénient et l'avantage. Oui. Écoutez, j'espère qu'on en verra quand même les résultats, notamment sur ce qui se passe dans certaines villes, comme ici à Amiens. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous, messieurs. Éric Campos, vous êtes le directeur de la RSE, et puis Guillaume Rousseau, le directeur général Crédit Agricole Brie-Picardie, donc ici sur ce territoire dans lequel vous êtes très engagés. On vient de l'entendre. Merci à vous deux.